Voilà, vous êtes un peu, les troupes sont un peu clairsemées parce que je crois que certains considèrent que bon, maintenant, on peut prendre ses vacances, on revient en septembre. Je suis quand même très très contente d'avoir invité Luc Lang, qui est un écrivain formidable. J'invite des auteurs et puis j'invite des écrivains. Lui, c'est un écrivain. Le concours des lycéens, il l'a largement mérité, et le prix Médicis, ce roman, La Tentation, est un véritable, c'est très insolite, c'est un véritable chef-d'œuvre de construction narrative. On va essayer d'en parler avec lui. C'est absolument extraordinaire, et je suis extrêmement fière, cher Luc Lang, que vous ayez accepté notre invitation. Alors, rentrons in medias res. Votre livre s'appelle La Tentation. C'est un mot qui m'a beaucoup interpellée. Étymologiquement, la tentation, c'est une sorte d'attrait vers ce qui est défendu, d'attirance vers le mal, et votre livre semble osciller constamment entre l'élévation et la chute. Et l'un comme l'autre tente le héros, à commencer par ce pouvoir de tuer du chasseur, dont vous avez parlé, dont il semble aujourd'hui fort là. Parce que ce texte commence par ce beau cerf. Il est encore plus beau dans la première version stock. Ce beau cerf mis en joue est blessé, dont il suit ensuite les traces sanglantes pour le soigner, le guérir et le sauver. Alors, François est chirurgien, c'est aussi un chasseur accompli. Ce jour-là, il a hésité devant sa proie, il l'a manqué. Je dois vous demander si une des explications, une des définitions, parce qu'il me semble qu'il y en a d'autres, de la tentation, est-ce que c'est cette hésitation devant la multiplicité de chemins qui s'offrent à nous, l'exploration d'autres possibles, pour finir par coïncider pleinement avec ce que l'on est? Bonsoir tout le monde. Heureux d'être avec vous, surtout après cette période de rétrécissement et de confinement. Voilà, donc je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Oui, je voulais en fait que ce personnage, qui est sur le fil du rasoir, puisqu'il est à la fois chirurgien, et il est à la fois chasseur. Donc à la fois il répare et à la fois il tue. Voilà. Donc il est sur les deux versants, si on peut dire. Et dans les deux cas, c'est un homme de culture, donc il a à la fois cette culture médicale, en plus il appartient à une filière, enfin une filiation médicale qui est celle de son père et son grand-père. Et d'autre part, son père et son grand-père étaient également chasseurs de grand gibier, donc il y a aussi une grande culture de la chasse qui impose des règles, qui impose notamment le fait de ne pas abandonner un animal blessé dans la forêt, mais de l'abattre, essayer de ne pas le faire souffrir. Enfin, bref, il y a tout un ensemble de codes, et il s'y tient, parce que c'est un homme justement de culture et d'héritage. Et il arrive, je ne raconte pas l'histoire, puisque c'est le début du livre. En fait, dans le début du livre, il commence à ne plus pouvoir tirer sur les animaux. Il est dans une espèce de moment de basculement. Il est un homme vieillissant, et il a un sentiment que tuer l'animal le fait disparaître, dit-il, de l'horizon, et finalement il se retrouve dans un rapport déceptif à l'animal, alors que toute l'intensité qu'il ressent, c'est quand il est en train de le traquer. Et le fait de lui tirer dessus, évidemment, le fait disparaître du paysage, et d'un seul coup ça devient une déception en fait. Et il est donc à ce moment-là de bascule, et puis il va essayer donc de retrouver cet animal sur lequel il a mal tiré, qui n'a fait que blesser, et il va à un moment donné traverser la route qui passe dans la montagne, à travers la forêt, et c'est le moment où l'animal qui s'est embusqué et qui s'est caché, une voiture est en train de monter sur la route, et c'est un moment où l'animal profite pour traverser cette route et dévaler le versant suivant. Et dans cette voiture, cette voiture qui va presque avoir un accident avec le cerf, il croit apercevoir sa fille dans un état de terreur. Et il n'est pas sûr que ce soit elle, mais il
pense que c'était dans cette voiture avec ce jeune homme qui conduisent très très vite. Et donc il est envahi par une espèce de sentiment de fragilité envers sa fille, comme un père aimant qui s'inquiète d'un seul coup pour sa fille, qu'il n'arrive pas à joindre au téléphone parce qu'il n'y a pas de connexion, il est en pleine forêt en montagne en Savoie. Et il reste un peu hagard au bord de la route avec cette image de sa fille dans cette voiture qui a failli avoir un accident avec le cerf et qui finalement continue sa route. Et puis donc il continue à descendre, à dévaler sur les traces du cerf pour l'achever. Et finalement, sans doute envahi par un sentiment de fragilité qui contamine la nature, qui contamine sa propre personne vieillissante, avec sa fille qu'il croit avoir vue dans cette voiture, finalement, quand il va arriver devant l'animal, il ne va pas pouvoir l'abattre. Et il va décider de le charger sur le pick-up et de le ramener chez lui dans son relais de chasse. Et puisqu'il est chirurgien, ergothérapeute, eh bien, il va soigner l'animal pour qu'il reparte dans la forêt. Voilà, donc il est dans ce moment de bascule, alors qu'il était toujours sur le fil du rasoir entre donner la vie, donner la mort. Et là, il va finalement décider d'être que du côté de la vie. Parce que peut-être ça correspond plus à ce qu'il est profondément, en vieillissant et en avançant dans la vie. Oui, et puis sans doute qu'il accède à une espèce de... Je ne sais pas si c'est une espèce de sagesse, mais en tout cas c'est une espèce de conscience que le monde devient fragile. Et à la fois son monde à lui, d'homme vieillissant avec ses enfants qui sont devenus des adultes et qui partent sur des voies en plus qui ne sont pas celles qu'il aurait souhaitées. Mais au-delà de cela, il a un sentiment d'une fragilité qui monte, c'est-à-dire d'un monde de plus en plus menacé d'une certaine façon. Et donc lui, homme vieillissant, se trouve d'une certaine façon en accord ou en phase avec ce monde-là, qui est un monde vieillissant aussi et qui est en danger en fait. Et c'est ça qui le trouble et qui le fait se déplacer comme ça imperceptiblement vers autre chose. Je crois qu'il faudrait que vous tourniez peut-être un peu parce que là vous allez vous faire mal au cou. On ne se regarde pas, on va quand même un peu se regarder pour se parler. Alors, vous avez enseigné, comme Jean-Luc l'a rappelé, l'esthétique à l'ENSBA de Saint-Gilles-Paris. Vous avez... Pardon ? Toujours. Donc, vous enseignez. Et vous avez écrit des essais sur la littérature, l'art contemporain, vous avez publié des articles d'esthétique sur l'art contemporain pour des catalogues d'exposition. Or, tout au long de votre texte, il y a des références à l'art, la peinture et la musique en particulier. Par exemple, j'ai noté quelques occurrences de tout ça, mais ça revient très fréquemment. Le cerf rappelle à François les scènes mythologiques. Et quand il regarde le ciel dehors, comme par hasard, c'est un ciel de Giotto, celui de l'adoration des mages. Dans l'assiette de Jennifer, sa bru, je trouvais ça merveilleux. Il voit, je vais essayer de faire ça ce soir, franchement, c'est extraordinaire. Il voit une nature morte flamande du XVe siècle, en forêt. Ils ont intérêt de nous faire au restaurant quelque chose qui permette de voir ça. Il pense au jardin ceint de murs des peintures gothiques en écoutant son fils, il songe à la peinture du Caravage, la vocation de Saint-Mathieu. L'alpha grise sur la route communale lui rappelle la quille au ventre blanc du tableau de Bonnet. Il écoute la Passion de Bach en voiture, et quand il voit le cerf le regarder, à la fin, il pense à celui de Courbet, mais vous dites bien, pas celui qui est en train de mourir, celui qui court dans la neige. Alors, j'ai cité, je pourrais les citer tous, mais je ne vais pas faire que ça, ce parti pris esthétique, est-ce que ce n'est pas le contrepoint de ce monde oppressant auquel François se sent soudain complètement étranger? Oui, bien sûr. Et pour une fois, j'ai pris un personnage qui est passionné d'art. Ça ne m'était jamais arrivé parce que j'aime pas dans les romans mettre des références, en fait, d'une manière générale. Il y a un peu de référence musicale, il y a toujours une musicographie dans mes livres, mais il y a fort peu de références. Disons que les références que je peux faire à l'art sont totalement implicites et sont redistribuées dans une façon de construire des
les intérieurs, les extérieurs, les paysages, bref. Mais c'est implicite. Mais là, j'avais affaire à un homme de culture qui en plus trouve dans la culture une espèce de refuge. C'est ça. Et donc du coup, c'était tentant de mettre quelques références d'œuvres. Et bon, effectivement, j'aurais pu en mettre beaucoup, quoi. Plus encore. Mais bon, il ne faut pas accabler le lecteur et la lectrice, parce que je trouve que c'est chiant, en fait, d'avoir trop de références. Ah bon, non, je trouve que c'est bien. Oui, oui, mais bon, c'est un peu comme, vous voyez, quelqu'un de cuistre qui passe son temps à référer à un tel ou un tel, quoi. Et bon, je n'aime pas trop faire ça. J'aime pas du tout même faire ça. Mais là, en l'occurrence, bon, j'avais un personnage qui s'y prêtait, puis c'est un personnage qui est à la fois, comment dire, c'est pas du tout un personnage croyant, hein, il est athée, mais il croit en les valeurs religieuses en revanche, et il croit en l'art, et il se pose cette question, est-ce que l'art peut être aussi puissant quand on n'a pas la foi, hein, et il questionne la religion en disant que c'est un art puissant. Et notamment la musique sacrée est une musique beaucoup plus puissante, pense-t-il, que l'opéra, qui trouve être du bavardage. Et donc il tourne toujours autour de ces questions-là, et quand il est dans sa voiture, effectivement, il a tendance à écouter des messes. Et ça le transporte, parce que le rapport de la messe au paysage, ça donne au paysage une espèce de puissance lyrique. Et là, quand il est avec Maria, quand il fait le chemin avec elle, Maria, c'est son épouse, elle lui dit de ne pas écouter de messe parce qu'elle sent bien que ça lui échappe. Il est avec sa messe. Plus pourtant, il aime Maria, vous le dites, mais il est avec sa messe. Elle lui dit d'arrêter. Ah non, pas Pergolèse, ça va. Alors, François est chirurgien. Il accomplit les gestes de son métier avec art quand il soigne le cerveau blessé. Vous avez une écriture très réaliste à ce moment-là, et quand il soigne Loïc Trommer aussi. Ou encore, j'ai trouvé ça formidable, la main de Madame Abesca. Et ça, j'ai franchement envie de le lire, quand il soigne la main de Madame Abesca. Parce que c'est vraiment une écriture très très juste. Alors, où est-ce que c'est ? C'est le début de la deuxième partie. J'y suis. C'est bien exceptionnel que J'y sois déjà. Alors, on lit la main de Madame Abesca. Alors, il danse avec les yeux, ses mains, ses bras, son corps tout entier. Il épouse les méandres, le mouvement alluvionnaire des chairs profondes. Il nage dans les flux cellulaires jusqu'à s'y fondre. Ses lames s'insinuent furtives dans les couches sédimentaires. Aucune ligne brisée, juste la cohérence du courant anatomique qui justifie sa réputation. La femme s'est assouplie, il perçoit son souffle paisible, régulier. La scie circulaire a sectionné le métacarpe, l'infirmier nettoie la poussière d'os qui subsiste, François jette le majeur dans un sac que lui tend l'infirmière, il entame la translocation de l'index, il n'éprouve plus aucune fatigue, il est tout entier absorbé dans sa maîtrise, il est souverain, tendu vers la perfection de l'acte, il est au centre de sa vie et de sa compétence, il est dans la plénitude du temps présent, quelque chose comme de la joie. Eh bien, dans tous les moments de sa vie, il est profondément esthète. En revanche, il y a un portrait qui va s'esquisser de sa famille et qui est particulièrement noir. Sa femme, Maria, qui est persuadée d'être l'élu de Dieu, qui passe son temps dans des retraites de prière et de silence. Vous faites un portrait au vitriol de son fils Mathieu, vraiment qui, en gros, a abandonné la médecine pour la finance et dont le Dieu est devenu l'argent. Quant à sa fille Mathilde, elle a amorcé avec Trommer une descente aux enfers dont elle ne sortira pas indemne. Donc il est en décalage profond avec les siens. Et on sombre dans le roman noir à ce moment-là. Alors je voudrais vous demander le choix de ce lieu, le relais de chasse, parce que c'est quand même très oppressant, ce relais de chasse perdu au milieu des bois, où va se dérouler presque toute l'action. Est-ce qu'il n'est pas symbolique avec sa boucherie, la boucherie qui est l'endroit où il prépare le cerf, parce que quand le cerf est abattu, on le prépare. Bon là, il n'a pas abattu celui-là. Avec sa boucherie, est-ce que ce n'est pas symbolique de cette descente aux enfers, où chacun va être affronté à ce qu'il est,
est amené à choisir entre le bien et le mal. Est-ce que c'est pas symbolique? Est-ce que ce lieu, il dit pas tout? Ça marche pas. Ça marche là? Oui. Au départ, en fait, je connais bien cette région, j'aime beaucoup, c'est le col du Mont-Cenis, peut-être certains d'entre vous connaissent. Et la route du col du Mont-Cenis, on ne prend pas le tunnel de Fréjus, mais on prend le col à moto. Moi, je l'ai fait plusieurs fois à moto, et c'est absolument magnifique, c'est grandiose. Et je me suis dit qu'il fallait que ce livre ait lieu dans un endroit grandiose, et en plus recouvert de neige. Donc c'est absolument magnifique. Et évidemment que la beauté qui se dégage du paysage a un effet très, très fort et très cruel au regard de ce qui se passe chez les humains, c'est-à-dire dans cette famille où vont s'affronter quand même des forces très antagonistes jusqu'à une extrême violence. Et donc on a une espèce de nature d'une très grande beauté, mais en même temps d'une grande indifférence au regard de l'histoire des humains. C'est-à-dire que la nature est là, très belle, presque comme un modèle de beauté, Voilà. et en même temps qu'elle est un modèle de beauté, elle est dans un rapport d'indifférence totale à cette tragédie qui est en train de se nouer entre le père, la mère et les enfants. Et ça rend évidemment cette tragédie humaine encore plus pathétique et cruelle, évidemment, puisqu'ils sont environnés par la beauté, et malgré tout, ils sont en train de se déchirer. Et là, il y a quelque chose de tout à fait incompréhensible dans la manière dont la nature humaine, préoccupée par ces enjeux et ces histoires, n'arrive pas à cesser la guerre qui monte, pour au contraire regarder ce qui se passe autour de lui qui est si beau. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ces scènes-là se passent dans une nature aussi belle. Ça, c'était une chose. Et alors évidemment, il y a un côté, il y a la neige, hein, il y a absolument aucune maison autour, et donc il y a un effet quand même de puissance de la nature, hein, à la manière du roman américain, les auteurs Tom McCarthy. J'allais vous dire, on se croirait dans McCarthy. Hein. Oui, qui est vraiment un géographe extraordinaire, qui a une façon de faire monter les paysages dans ses livres, c'est inouï. Je voulais qu'on ait un sentiment géographique très très fort, et en même temps d'avoir un sentiment que rien ne peut survenir d'une aide extérieure, urbaine, comme quand on est dans un endroit très habité. Et là, il y a cette confrontation évidemment avec ses propres enfants qui sont devenus des adultes. Et là, c'est quelque chose d'important dans le livre, qui est un peu le combustible du livre, l'énergie du livre, si vous voulez, c'est le fait d'avoir, pour ma part, vécu la transformation de mes enfants en adultes. Alors moi, j'ai eu la chance par rapport à François, parce que j'ai pas le sentiment que mes enfants prennent des chemins, même si c'est toujours imprévisible les chemins qu'ils prennent, j'ai pas l'impression qu'ils prennent des chemins différents des valeurs que j'ai pu leur transmettre. Mais il y a quand même quelque chose dans la métamorphose des enfants en adultes qui est assez déroutant pour les parents. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est plus seulement nos enfants, mais ça devient des sujets indépendants, libres. On les voit plutôt de dos que de face parce qu'ils s'éloignent dans l'horizon, hein, on les voit moins souvent, ils passent, ils repartent. Et puis, ils entrent dans un processus de construction dans lequel on a l'impression qu'on n'y est plus, quoi. On a l'impression qu'on est comme un plan arrêté. On devient, à leurs yeux, on devient un plan arrêté, comme si on n'était plus qu'une photo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont le sentiment que, d'une certaine façon, leurs parents ne sont pas finis au sens où ils sont vivants, mais pour eux, ils sont dans une image fixe.
C'est-à-dire ils ne peuvent plus bouger d'une certaine façon, c'est eux qui bougent. Et donc, toutes ces sensations que j'ai eues dans ces années-là, qui ont précédé le livre, où les enfants étaient en train de devenir des adultes, même s'ils sont encore des jeunes adultes, l'aîné a 24 ans, le plus jeune en a 19. Et c'est ça l'énergie du livre. Alors après, évidemment, j'ai poussé les feux, puisque j'en ai fait une tragédie, et ça, c'est pas la mienne, grand Dieu, heureusement. Mais donc, ce qui se passe pour François et pour Maria, elle commence vraiment à partir dans des dérives mystiques de plus en plus fiévreuses et délirantes, au moment où le fils quitte le domicile. Avec ce mystère familial, dont je ne dis rien pour celles et ceux qui n'ont pas lu, mais il y a un mystère de famille très, très fort. Et donc Maria commence vraiment à aller très très mal, elle arrête de travailler, elle se met à partir dans des retraites de prière et de méditation dans des couvents, des abbayes, etc. Et ce qui se passe pour François, c'est qu'il pensait avec une espèce d'évidence que ses enfants allaient faire médecine comme lui, et comme son père, et comme son grand-père. Son fils avait commencé d'ailleurs. Et son fils avait commencé. Et sa fille fait médecine. Voilà, sa fille continue médecine, son fils a fait médecine, puis d'un seul coup il s'arrête et il part faire du droit financier, et puis il fait une grande carrière de banquier, trader à New York. Et donc d'un seul coup, ce monde qu'il aborde, qu'il exècre, qui est un monde de la finance internationale, qui pour lui est un monde sauvage, barbare, violent, un monde qui casse le corps social, qui le dilapide, puisque ce ne sont plus dans les conseils d'administration que se décide l'avenir des entreprises, que l'on ferme volontiers, enfin bref, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc, son fils devient un acteur de ça. Et vous lisiez tout à l'heure le moment où il opère cette main de cette femme. Justement, son fils lui dit qu'on ne travaille plus avec les mains maintenant. Voilà, et donc il opère la main de cette femme, puisqu'il lui enlève un doigt. Et pourquoi il est dans la joie? Parce qu'il est dans son expertise, c'est-à-dire il est dans son métier en fait. Et c'est son métier qui constitue sa dignité. Et on sait bien que le métier constitue la dignité des êtres, et que c'est à travers ce qu'on fait comme travail qu'on se réalise. Et on sait bien aussi que notre travail, ça prend à peu près 70% de notre existence, et que donc notre travail nous surdétermine dans notre manière de penser le monde. Notre travail nous donne un rapport au monde et nous donne une vision du monde. Et donc vraiment le métier est une chose très constitutive de notre être. Et lui, il a un métier qu'il aime, il a un métier dans lequel il se réalise en même temps qu'il soigne. Et il est effectivement dans la joie. Et son fils ne manque pas de lui dire que bientôt son métier sera obsolète, que bientôt ses mains seront obsolètes, puisque avec l'intelligence artificielle et la robotique, on n'aura plus besoin de lui pour opérer les patients. Voilà, donc en fait ce qu'il voit monter, c'est un monde qu'il déteste, qui est pour lui d'une certaine façon la fin du monde. C'est peut-être la fin que de son monde, il faut espérer, mais il a l'impression de la fin d'un monde, en même temps que lui, il est en train de le finir. Et les acteurs de ce nouveau monde qui monte, ce sont ses enfants. Et c'est là que se noue, si vous voulez, la tragédie, c'est que les acteurs principaux de ce monde qu'il déteste, en fait, ce sont ses enfants qui l'incarnent. Et c'est là que évidemment, se fait toute la tension du livre, et progressivement, évidemment, toute cette violence qui va monter dans la troisième partie. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces enfants, vous disiez qu'il les voit plutôt de dos, et très souvent, il voit la nuque de sa fille, il voit son fils s'éloigner, il les regarde dans la maison, aller de la salle à manger dans le petit salon, dans le grand salon, et il les voit de dos. Et c'est vrai que ces enfants lui disent, en gros, tu n'y es plus, papa, tu n'es plus dans le coup. Oui, oui.
Et puis c'est vrai que c'est les corps aussi qui changent. Oui, bien sûr. Moi, Bien sûr. j'ai 4 enfants, et donc quand j'ai les 4 maintenant à la maison, ça fait trop. Autour de la table, non, ça fait pas trop, mais c'est 4 adultes, quoi. Ah ben oui. Et la pièce, elle est beaucoup plus petite. Bien sûr. Vous voyez, on est à table, et donc d'un seul coup, 4 enfants qui deviennent 3 hommes et une femme, ben, c'est pas pareil. Hein. D'un seul coup, la hauteur, tout change. Quoi. Et donc le rapport au corps est plus du tout le même. Et donc c'est ça que je voulais exprimer aussi, et par moments il regarde son fils. Il le regarde de dos et il regarde la puissance de son dos, la mâchoire qui a changé, qui s'est renforcée, le cou. Et donc tout ça, en même temps, le fascine, il est médecin. Et donc la question du corps, en plus c'est ergothérapeute, donc il travaille sur les muscles et les os. Et donc il regarde ce corps qui ne ressemble plus à ce corps d'enfant qu'il tenait dans ses bras. Oui, c'est vrai. Et c'est tout cela que je voulais évidemment exprimer dans le... Vous écrivez ce qu'il observait surtout en écoutant Mathieu, c'était la métamorphose osseuse et musculaire d'un être cher qu'il n'avait pas vu depuis presque 2 ans, l'épaississement du cou, le renforcement des maxillaires, plus carrés et carnassiers, l'affermissement du menton, l'ouverture du front, enfin l'élargissement des épaules, le développement du torse. Celui qui fut ce nourrisson qu'il berçait, cet enfant qu'il portait en triomphe, était à présent un homme qui gardait dans sa forme accomplie ses expressions et sa gestuelle, quelque chose d'insaisissable, d'inconcevable, un corps à visage d'adulte qui surgisse ex nihilo, qu'aucune espèce d'évocation du passé, la plus circonstanciée soit-elle, ne peut expliquer ni circonvenir. C'est exactement ce que vous disiez là, l'espèce d'étrangeté qu'on ressent. C'est une métamorphose, voilà. C'est la chrysalide. Alors, dans ce roman, le non-dit va affleurer par le souvenir et construit un présent de violence qui va forcément venir à la catastrophe. Alors, la première femme de François, Manon, est morte en couche à la naissance de Mathieu, j'en dis pas davantage. Elle va nourrir pour son fils une passion démesurée. Et cette femme, il y a plein de choses qui affleurent qui sont terribles. Elle a laissé noyer, elle avait l'intention de laisser noyer sa fille sous ses yeux, quand François l'a sauvée. Elle la regardait littéralement se noyer. Et il y a d'autres blessures. Il n'y a pas que les blessures dans la famille, il y a l'accident de Martin aussi. Le fils du taxidermiste, c'est ça. Voilà, l'accident de Martin. Le dévissage de sa femme Ingrid en montagne aussi. Ces choses qui sont proches. Et au carrefour de tout, il y a François. Et il y a François, le héros, chirurgien et chasseur, dans un monde où tout se désagrège, où les valeurs s'inversent, où la nature subit la prédation. Et je voudrais me demander si c'est un hasard. C'est certainement pas un hasard s'il traque et s'il répare, presque toujours au volant de son pick-up, sur les routes enneigées de la Savoie, il va vers les uns, il va vers les autres. Je me suis demandé si cette errance géographique n'était pas au fond un vrai voyage initiatique, comme dans les romans d'apprentissage, vers sa vérité à lui. Oui, bien sûr. Et c'est extrêmement important, les va-et-vient. En fait, voilà, parce que sans cesse. On sait bien qu'en voiture, on aime bien penser. Enfin, la voiture, c'est un endroit où, quand on est sur la route, je ne vous parle pas des bouchons au milieu de la ville, mais quand on est sur la route, et c'est un moment aussi, quand on est deux, ou même plus, dans la voiture, c'est des moments où on aime parler. C'est des moments où on se confie, des choses, on raconte des choses. Pourquoi ? Parce qu'on est en mouvement. Et donc le fait d'être en mouvement, ça nous met nous-mêmes en mouvement. C'est ça, oui, c'est ça. À la fois par le regard sur le paysage qui défile, mais aussi ça nous met en mouvement de la parole. Et c'était important parce que, en fait, quand j'essaie de décrire les états d'âme de François, j'ai pas envie de les décrire directement. Parce que si je les décris directement, je vais vous dire que François est angoissé, parce que ceci, parce que cela, ou je vais vous dire qu'il est joyeux parce que ceci, parce que cela. Et en fait, c'est pas très intéressant de le dire comme ça. Donc en fait, quand il traverse les paysages, j'essaye de décrire les paysages de telle façon qu'on projette sur l'esprit de François. Que vous puissiez comprendre dans quel état d'esprit il est. Ouais. Et donc je décris les paysages différemment selon l'état d'esprit de François, parce qu'en fait il les perçoit différemment.
Et quand vous lisez, vous, La traversée des paysages par François, d'un seul coup, ce que vous ressentez, c'est dans quel état il est, François, en fait, sans que j'ai besoin de le dire. Parce que si vous écrivez les sentiments, vous privez la lectrice et le lecteur de les vivre et de les dire eux-mêmes. Et donc, pour laisser à la lectrice et au lecteur le soin d'énoncer dans quel état est le personnage, eh bien, il ne faut pas l'écrire. Parce que sinon, si vous l'écrivez, en fait, on le fige. Vous le figez. Et donc, il faut l'induire dans la lecture, mais pas le dire. Et si vous le dites, en fait, vous privez, vous le dites avec vos mots, et vous figez. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que le centre de gravité du livre, en fait, il est dans la lecture, il n'est pas dans le livre. C'est-à-dire le sens à venir, il est dans votre lecture. Et c'est vous qui allez arbitrer sur le sens des choses. Et en fait, le livre, lui, doit induire, par les situations que vous lisez, que vous traversez, il doit induire ce que vous allez ressentir. Et du coup, le livre va vous appartenir. Sinon, le livre ne vous appartient pas. Si vous avez tout qui est prémâché, vous n'avez même plus besoin d'interpréter, vous avez tout qui vous est donné. Et du coup, si tout vous est donné, vous avez le mode d'emploi. Et si vous avez le mode d'emploi, c'est pas très intéressant parce que ça ne peut pas être votre vérité que vous lisez dans le livre. En fait, il faut que dans chaque livre, ça soit votre vérité que vous y lisez, pas celle de l'auteur. Et donc pour ça, il faut ouvrir un espace d'induction, de telle sorte que quand vous lisez les choses, vous avez en vous des sentiments qui montent, et ce sont les vôtres, c'est pas ceux qui sont écrits dans le livre. Donc ça, c'est très... En fait, il faut faire des livres muets. Des fois, j'envie les cinéastes, parce que dans le cinéma, vous pouvez avoir une scène qui dure 10 minutes, un quart d'heure, vous n'avez pas un mot de prononcé. Vous n'avez pas besoin. Vous avez tout, vous avez les décors, vous avez les gestes, vous avez les personnages, vous avez les vêtements, vous avez les expressions. D'ailleurs, il y a plein de films, vous avez 10 minutes, un quart d'heure sans une parole, et vous n'avez pas besoin, vous comprenez tout ce qui se passe. Et quand vous écrivez, vous avez que les mots. Et dans les mots, il faut que vous fassiez passer les expressions, vous fassiez passer les vêtements, les silhouettes, les décors, les odeurs, les bruits, etc. Et donc, il faut arriver à faire passer tout ça sans donner le sentiment de bavarder, sans donner le sentiment Et en fait, c'est évidemment une chose impossible, je voudrais écrire des romans muets. Des romans où il n'y a aucun mot. Et donc, que quand vous lisez, vous n'avez pas le sentiment que vous lisez des mots. C'est-à-dire, vous avez le sentiment que vous vivez une action, que vous êtes dans l'action. Et donc, du coup, je travaille énormément la fluidité des phrases, la fluidité des sons, la rythmique, la pulsation, de telle façon que vous ayez le sentiment plutôt d'entendre une musique que de lire un texte. Afin que ce soit vous qui éprouviez les choses et qui arbitrez. Parce que, en fait, c'est pareil, je n'arbitre jamais dans un champ de force, enfin, je veux dire, dans un rapport de force entre mes personnages, je ne prends jamais de position pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire, c'est vous qui allez prendre position pour l'un ou pour l'autre. C'est vous qui allez dire que l'un c'est un salaud et que l'autre c'est une victime, ou que l'autre, etc. Mais c'est pas à moi de le faire. C'est vraiment... moi, je mets en place la situation. Et c'est vous qui allez vous déterminer dans cette situation. Sinon, c'est pas votre livre. Il faut que ça soit votre livre. Pour que ça soit un livre, me semble-t-il. Un roman, en tout cas. Si c'est un essai, c'est autre chose. Si c'est un essai, si c'est un livre théorique, bon, là, on développe des concepts, on développe des positions, on développe des analyses, mais on n'est pas dans le même contrat de lecture. Et là, dans un roman, il faut vous ouvrir un espace où vous allez avoir plus de vie, quoi. En fait, ça va être une vie augmentée. Et pour que ça soit une vie augmentée, il faut que vous le viviez comme dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut que vous viviez les choses comme si vous les viviez dans la vie. Et par exemple, je ne fais pas de retour à la ligne avec des tirets quand je fais des dialogues. Ouais, c'est ça. Mais ça sera l'objet de mes questions suivantes, mais vous avez le droit de le dire maintenant. Hein. Oui. Oui, parce que, en fait,
quand vous marchez au bord de la plage, parce qu'on est à Saint-Malo, vous marchez au bord de la plage avec votre compagnon, votre compagne, ou vos amis, il y a des moments de silence, et puis d'un seul coup, il y en a un qui, hop, il y a une parole qui sort. Et c'est pas pour une ligne, c'est ça. Et la parole qui sort, elle ne prend pas le temps de revenir à la ligne et puis à tirer, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire la parole, elle sort comme ça. Et elle est parfaitement audible et parfaitement identifiable. Tout de suite, on sait qui parle et on sait que ça nous est adressé. Et donc, c'est cette fluidité-là de la vie, j'essaie de l'inscrire dans la fluidité de l'écriture. C'est pour ça que je fais surgir des paroles directes dans de la narration, de manière que ça surgisse de la même façon que dans la vie. Parce que dans la vie, on ne prévient pas quand on va se mettre à parler à l'autre. Et on va y revenir parce que ça, c'est vraiment ce qui m'a énormément frappé. Mais c'est pour ça que vous êtes profondément un écrivain. Parce qu'un écrivain, il est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que cette écriture en gestation, elle est fantastique. Mais on y reviendra après. Vous avez commencé à répondre à ma 10e question. Alors, nous sommes dans un paysage extrêmement sauvage, hostile même. Il neige sans arrêt, les routes sont impraticables, le jour est grisâtre, la nuit précoce, l'atmosphère est très sombre, et dans cet univers, l'animal est omniprésent. Alors il y a le Bruno du Jura, qui est mort, son chien précédent, il y a le cerf qu'il soit naturalisé, blessé ou mort, il est quand même très présent, il y a ce griffon frisé sur la route d'Annecy, qui deviendra Argus, et puis il y a l'omniprésence de la nature qui va jouer le contrepoint au monde des hommes. On a l'impression que tout ce qui a de la valeur s'est réfugié dans la faune et la flore. Mais tandis que François, le chasseur, marche vers sa rédemption, ses enfants marchent vers leur chute, et ce qui est incroyable, c'est qu'ils s'animalisent. Ils ne s'animalisent pas comme le cerf. Parce que le cerf que vous voyez à la fin, quand vous marchez, je dis vous, le cerf que vous voyez à la fin, quand François marche sur la poudreuse, voilà. Et je vous assure que j'avais envie de dire quand vous marchez dans la poudreuse. Je me souviens que j'ai tout rayé. Donc à mon avis, vous avez marché dans la poudreuse. À mon avis, vous avez marché dedans, parce que personne ne peut parler de la poudreuse comme ça s'il n'a pas marché dedans. Alors, son fils, il a la voracité des prédateurs. Sa fille, elle est cernée dans un pavillon de chasse, elle est traquée comme une bête aux abois. Tout semble s'inverser dans un autre ordre du monde. Et là, la noblesse et l'humanité seraient du côté de l'animal. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la mort du loup, de Vigny. Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Je voulais le lire, et je me suis dit, c'est directement inspiré. Enfin bon, voilà, quand le loup vient et s'assied et les jambes dressées, c'est un des plus beaux textes qui ait jamais été écrit. Et je me demande s'il n'y a pas la tentation d'une autre création chez vous, qui corrigerait le sacrilège des hommes, leur trahison. Parce qu'il le dit au taxidermiste qui va lui naturaliser son cerf, il lui dit qu'il faut mettre dans le regard du cerf la déception, la désillusion. Il y a vraiment la tentation d'une autre création. La noblesse, elle est plus du côté des hommes. Quoi. Oui, d'ailleurs, le titre, c'est la tentation, mais c'est évidemment la tentation du désespoir. Et c'est ça. Il le dit d'ailleurs tout le temps, est-ce qu'il faut désespérer? Oui, oui. Et ça c'est la question de l'espérance chez Peggy, par exemple, le porche de la première vertu, c'est un texte de Peggy sur l'espérance, et où il dit combien nous sommes obligés d'être des êtres d'espoir si nous voulons vivre. Si nous voulons vivre. C'est vraiment notre premier combustible, notre première énergie, c'est l'espérance. Et là, on est avec un homme qui a apparemment réussi sa vie, puisqu'il fait le métier qu'il aime. Il a une vie bourgeoise, aisée, et il a de beaux enfants, il a une femme qui l'aime toujours, et c'est réciproque, il y a un rapport amoureux encore très fort entre eux, même si c'est très compliqué. Et pourtant, monte en lui cette tentation du désespoir. Et c'est la fin de la prière. Protégez-moi de la tentation. Et c'est la tentation du désespoir. Et c'est
dans cette tentation du désespoir, face à des enfants qui deviennent ses ennemis, la tentation de se laisser finir aussi, c'est-à-dire la tentation de se laisser tuer, enfin de se laisser tuer peut-être symboliquement, mais en tout cas de se laisser finir. De se laisser finir, ou au contraire la tentation de se battre, et la tentation de tuer, parce que se battant pour les valeurs qui sont les siennes. Voilà. Donc on est... et il y a aussi un moment donné, avec sa fille, quand il est dans une espèce de retrouvailles, alors que le danger monte, mais en même temps il est dans une espèce de retrouvailles avec sa fille, il a la tentation de tout lui dire. Notamment par rapport à des secrets très lourds, notamment par rapport à la scène de la piscine. Il est tenté de lui raconter, donc de tout lui dire. Et finalement, il ne le fait pas parce qu'il a le sentiment que s'il lui dit tout, il va tout détruire en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Hein, il sent un équilibre qui repose sur le non-dit. Voilà, qui repose sur le non-dit. Il faut qu'il y ait des zones d'ombre d'une certaine façon parce que ça serait trop insoutenable de raconter la scène de la piscine. Donc en fait, c'est un livre qui est tout le temps... il y a plein de tentations dans ce livre. Oui, c'est ça. Mais c'est des tentations graves à chaque fois. Tout dire, ne pas tout dire, tuer, se laisser tuer, désespérer. Et donc voilà. Donc il est sur cette ligne de tension, qui est une ligne vraiment dangereuse. Alors, il y a des parallélismes étranges dans cette œuvre. François ramène le cerf qu'il a blessé au relais et le soigne. Et un peu plus tard, c'est Mathilde qui ramène ici même Loïc Trommer blessé, que François soigne également. Et par une erreur due à la panique, vraisemblablement, Trommer a tué le cerf, qui revenait se nourrir au pavillon de chasse, et plus tard, lui-même sera abattu par des tueurs. Non, je ne raconte pas, j'essaye de lutter contre ça, parce qu'après, il me tombe dessus. Mais il y en a beaucoup qui l'ont lu quand même. Vous l'avez écrit en 2019, s'ils n'ont pas lu, c'est une faute. Bon, il faut l'avoir lu quand même. Alors, on pourrait imaginer que la mort de l'homme est plus grave que la mort du cerf. Et pourtant, les choses ont changé. Il n'en est rien. Et la vision du monde de François bascule. Je voudrais vous demander quelque chose. Ce cerf qui est blessé par Trommer, qui est au fond le double mauvais du fils. Trommer, c'est le double mauvais de Mathieu. Est-ce que c'est pas, je pose une question de ce cerf blessé, est-ce que c'est pas la métaphore de la mort du père, qui est assassiné sans mort biologique, plus sûrement que le cerf? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de meurtre qui n'a pas lieu, hein, rituel, qui marque le passage dans autre chose? Moi, j'ai senti, en lisant ce cerf blessé par Trommer, ce cerf blessé par ce mauvais personnage, double du fils, que c'était vécu par François comme la métaphore de sa propre mort. Oui, sans doute. En tout cas, même si c'est pas ça, parce que je n'y ai pas pensé. Oui, bien sûr. L'apparition du compagnon de Mathilde, de sa fille, l'apparition de son compagnon s'inaugure par une mise à mort. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme qui amène la mort avec lui. Voilà. Et donc, même si c'est pas symboliquement la mort de François qui est prononcée, c'est un homme qui amène la mort avec lui. Et d'emblée, quoi. Il a la mort en lui et il sème la mort. Alors, ce texte va aller crescendo comme une symphonie funèbre jusqu'à l'explosion vraiment finale des cuivres dans un huis clos à 3 personnages, le père, la fille et Trommer, dont François va découvrir qu'il est le client de son fils et découvrir après qu'il est l'amant de sa fille. Alors, il est gravement blessé, il est au bord de la gangrène, c'est un personnage entièrement noir, qui s'est quand même approprié les actions de Mathilde, qui veut déposséder de ses biens son futur beau-père. Et paradoxalement, il est blessé, mais on dirait que c'est lui qui mène le jeu, et ça crée une atmosphère particulièrement oppressante, parce que François, il n'a pas trop... 4 fois, je ne les ai pas notés, 4 fois il se dit, oh là là, si la gangrène pouvait, si l'agonie, vraiment, la tentation de la mort de Trommer, elle est quand même très très nette. Mais d'ailleurs, sa fille vient à un moment donné et lui dit, qu'est-ce que tu fais là?
Et lui, il dit, si j'avais poussé jusqu'au fond le piston, c'était bon. Et donc, il y a cette atmosphère très, très oppressante. Et donc, au fond, c'est un substitut du fils, me semble-t-il, ce trôneur. Et François, il doit éradiquer la part d'ombre de Mathieu, cet homme, pour sauver sa fille. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un rapprochement très important avec sa fille. Est-ce que c'est pas ici que se joue aussi le sens du roman, à ce moment où la paternité prend le pas sur tout le reste, où il retrouve sa fille, il renoue avec, quelque part, le sauvetage de Mathilde 3 fois. Il l'a déjà sauvé une fois, et là, est-ce qu'on n'est pas dans une éclosion magnifique de la paternité? Ben là, il est dans une espèce d'impasse dans sa paternité, parce qu'il est persuadé que pour sauver sa fille, il faut tuer l'homme dont elle est éperdument amoureuse. Et il sait que s'il tue l'homme dont elle est éperdument amoureuse, sa fille lui en voudra toute sa vie et leur lien sera rompu. Et donc, il est dans une situation absolument indémêlable. Et donc, c'est ça aussi la paternité ou la maternité, c'est d'être dans des situations comme ça inextricables face à la liberté de l'autre, qui est son enfant, mais qui est aussi un être libre qui construit sa vie comme il l'entend. Même si là, le désaveu, la désapprobation plutôt du père est très forte, parce que c'est une question de vie et de mort. Il sait très bien que Mathilde, étant éperdument amoureuse d'un gangster, va basculer dans un monde dont elle ne pourra pas sortir. Et donc, sa fille entre dans un monde de la mort. Et il aimerait bien l'extraire de cela, mais il sait que s'il l'extrait de cela, il va contre son sentiment et qu'elle ne lui pardonnera pas. Donc il est absolument comme il devient une proie lui-même, c'est-à-dire il devient une proie d'une situation qu'il ne peut pas contrôler. Alors même, a priori, c'est un homme puissant qui a toutes les choses en main. Et là, il a plus rien en main. Oui, c'est ça. Il est à la merci de... Il devient lui-même une proie de la situation. C'est ça, il devient une proie. C'est marrant ce passage incessant de l'animal qui est animal, qui après, eux, sont des animaux excellents. Alors, le dénouement de ce texte, c'est celui d'un thriller très très noir, une vraie scène d'apocalypse, mais je dis rien, enfin, non, rien. Pour faire un entretien avec un auteur, il faut quand même avoir lu son livre et c'est un petit peu difficile de tenir compte à la fois de ce qu'il faut dire, pas dire, parce que moi il y a quand même des questions que je vais vous poser, quoi. Alors c'est très difficile. Donc il y a un règlement de compte effroyable, voilà, où le bien et le mal sont plus trop bien perceptibles, parce que lui qui incarnait le bien, il va être obligé, pour défendre sa vie, de tuer aussi. On ne dit pas qui, on ne dit pas quoi. Donc, alors, on ne dit pas qui, on ne dit pas quoi. Et vous ne savez pas. Donc, il va rentrer dans la bataille, parce que c'est cette chose qui m'a paru magnifique. Le moment où il entre dans la bataille, c'est le moment où on a tué son chien Argus. Et là, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté qu'on tue un chien comme ça, qui ne faisait rien, voilà. Alors, il ne renoue pas avec son instinct de chasseur, il est impliqué dans une scène de carnage, mais le meurtre, là, il s'apparente à la justice, parce qu'il tue quand même ce qui met en danger la vie de sa fille. Mais ce carnage final, il m'a semblé que c'était, plus que la fin d'une histoire, un recommencement. Il ne m'a pas semblé que c'était la fin de quelque chose. C'est un recommencement où la cellule familiale pourrait peut-être retrouver son unité. Parce qu'on attend Maria, à 18h26, heureusement qu'elle n'arrive pas. Sa fille est peut-être sauvée, je dis peut-être, parce que est-ce qu'elle est allée dans le bois des cendres? On ne le dit pas. Le fils débarrassé de son ombre, le père délivré aussi d'une certaine façon, et la maison de l'enfance, bientôt, il arrivera des problèmes aussi. Est-ce qu'on n'assiste pas à, plus que la fin de l'histoire, au recommencement de quelque chose? Est-ce que c'est pas quelque chose de plein de vie, finalement, qui se passe à la fin? J'y reviendrai sur la dernière scène, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment la fin, ou est-ce que c'est un recommencement? Je ne sais pas, hein, la question est posée dans le livre. Oui, c'est ça. Ça. Une fin, est-ce un commencement? Voilà, c'est ça. Vous la posez. Et d'ailleurs, la quatrième partie, parce que, en fait, c'est un livre
Qui revient sur ses pas. Qui travaille de manière circulaire, c'est-à-dire on a la première partie, la deuxième partie réenglobe la première partie, donc là, d'une certaine façon, la réécrit, mais en la réécrivant, fait apparaître de nouveaux éléments qui n'étaient pas apparus dans la première partie, avec des scènes identiques, mais des nouveaux éléments qui apparaissent. Et donc, dans la mémoire de votre lecture, vous emboîtez les différents éléments comme des inspecteurs, comme des détectives, et votre mémoire, elle emboîte les différents éléments, et la réalité devient de plus en plus dense, de plus en plus épaisse au fur et à mesure qu'on revient sur les scènes, mais pas tout à fait avec les mêmes éléments. Et puis dans la troisième partie, on va avoir la suite de ces deux premières parties, la suite qui va vers son apocalypse. Et je vous dirai tout à l'heure à quel film j'ai pensé en écrivant cette scène. Et la quatrième partie reprend la troisième à un certain moment. Oui. Donc on est à nouveau dans la même circularité que la deuxième et que la première. Et quand je l'ai fait, quand j'ai fait ça, quand j'ai écrit ça, c'était au départ pour confirmer ce vers quoi on allait dans la troisième partie, à savoir l'Apocalypse. Parce que j'ai voulu être une Apocalypse selon Saint Jean, d'une certaine façon. Et quand j'ai eu fini d'écrire ça, parce que donc, la quatrième partie redémarre la troisième, avec des éléments légèrement différents, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, et puis ça se suspend à un moment donné. Et donc là, la lectrice et le lecteur peuvent se dire, finalement, la troisième partie qui allait vers son apocalypse, finalement, c'est peut-être un rêve, puisqu'il dormait sur le parking de l'autoroute. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que je ne l'ai pas du tout écrite comme ça, cette scène, pas du tout dans cette perspective-là, et ça peut très bien marcher comme ça aussi. Et je me suis dit, finalement, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, on peut choisir une version ou l'autre. Mais moi, au départ, ce que je voulais exprimer dans cette quatrième partie, qui reprend les éléments de la troisième, c'est que je voulais donner à comprendre quel était le projet de François quand il revient au relais de chasse, c'est-à-dire le projet de sauver sa fille. De sauver sa fille, c'est ça. Et qui était un projet, alors c'était un projet de sauver sa fille, de soigner son amoureux, de manière à ce qu'il puisse dégager du relais, puisqu'il ne il supporte pas cette présence. Non, je crois qu'il avait vraiment le projet, en plus, comme il dit, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, donc il n'est pas question que je refuse de soigner quiconque, je dois soigner en tant que médecin, je dois soigner. Quel que soit le personnage. Et donc, quand il retourne au relais, c'est vraiment avec l'intention, d'une part, de soigner cet homme qu'il est, et donc il pense qu'il est absolument maléfique, et qu'il doit sauver sa fille. Donc il est dans une espèce de projet de charité, hein. Il parle de charité, il parle même de charité. Et en fait, ça rend d'autant plus cruel la troisième partie qu'on a vécue, qui va jusqu'à son apocalypse. Et ça la rend beaucoup plus cruelle parce que d'un seul coup, on est informé de quel était le projet de François et à quel point François, d'une certaine façon, a échoué. Mais on peut lire aussi que c'est une répétition de la scène parce qu'en fait, cet apocalypse, il l'a rêvé sur le parking. Mais bon, là, je vous laisse jouer. Alors, à la fin, on est très étonné par cette blancheur qui arrive dans notre texte et qui efface la noirceur des scènes précédentes. Il y a des cadavres, le relais est endommagé, il y a un brasier qui s'enfle, bientôt tout va brûler. Voilà. Et François sort dans la pleureuse. Et la neige, cette fois, a cessé de tomber. Le bleu azur du ciel, on le revoit. Les rayons du soleil s'emparent du monde, la lumière revient. J'ai trouvé magnifique votre référence à Flaubert, là, ce fut comme une apparition. Parce que le cerf, c'est une apparition. Surgit un cerf, 14 corps. Et ça, c'est un très beau passage. J'ai vraiment envie de le lire. Donc, il sort dans la poudreuse, il s'est passé l'apocalypse. Hein. Et voilà que arrive ce cerf. Donc, je pense que c'est tout à fait vers la fin. Voilà. Alors, si vous voulez, alors c'est page 337, j'ai mis « Il distingue enfin », c'est là. Il distingue enfin telle une apparition.
Ah, mais commencez vous voulez. Parce que la neige a cessé de tomber. Le ciel s'est déchiré, laissant apparaître dans son échancrure la voluptueuse densité d'un bleu d'azur et les rayons diffus d'un soleil encore invisible, qu'on nomme les doigts de Dieu. Les bois qui dévalent en contrebas sont donc éclaboussés de lumière, d'or, mouchetant le sol immaculé. Je vis le ciel ouvert, je vis un ange debout dans le soleil, disant à tous les oiseaux. Au-delà, le massif de l'Iseran taille son approche dans les nuages qui s'enfuient. Il distingue enfin, telle une apparition qui foule les brumes, qui glisse entre les troncs, cette silhouette furtive qui se fige. Le corps de part et d'autre d'un jeune bouleau, le coupant net sur son flanc droit. C'est un 14 corps, une coiffe régulière, avec un front parsemé de boucles brunes, sa fourrure ample de prince russe, sur un poitrail offert en blason, et cette grâce que François connaît si bien. Le cerf l'aperçoit, et dans une sorte d'indifférence à tout ce qui l'entoure, juste préoccupé, semble-t-il, d'atteindre la perfection d'une posture, celle d'une espèce de dignité immanente à l'animal, une sorte d'exigence endogène et métaphorique et métaphysique à la fois, qu'il s'est seul imposé au regard. Le cerf, donc, fixe François dans une immobilité calme et une certitude d'être qui le désarme. De longues secondes, il se prête à y songer, où pourrait naître une réciproque attention. Puis l'animal flaire, museau au vent, l'air qui s'empoisonne d'émanations âcres. Il tourne la tête vers la montagne, son corps qui suit, il s'éloigne au pas, délié, sans crainte, comme si le monde était trop plein pour que le temps existe. Comme si le monde était trop plein pour que le temps existe. Ça, j'avais prévu de le lire. Et justement, je voulais vous dire qu'à ce moment-là, vous terminez par « et il n'y aura plus de nuit ». Et il prononce le prénom de sa fille, qui a dû s'enfuir dans le bois des cendres. Alors, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est un épilogue, et pourtant c'est pas l'explique du texte. Vous reprenez donc cette scène qui nous fait penser, peut-être c'était rêvé, peut-être François a échoué, mais moi je voudrais quand même vous demander, la boucle est bouclée dans cette sorte de premier matin du monde qu'on vit là dans la poudreuse, avec ce cerf, c'est un matin du monde ébloui de neige. Cette fois la neige elle est plus celle qui rend les routes impraticables, c'est une neige absolument magnifique, c'est une neige qui est lumière, c'est une neige qui n'est plus trop la neige. Il y a ce cerf dans le paysage, moi j'ai envie de dire cerf dans le paysage comme sur une carte postale, mais je voudrais vous demander, la rédemption et la grâce, c'est à reconstruire chaque jour. C'est bien qu'il n'y ait pas de happy end, parce que les histoires, elles n'ont jamais de fin, et la rédemption, il la connaît, mais il la connaît, il faut la reconstruire constamment. Cette grâce, il faut la retrouver constamment. Non ? Bien sûr. Et enfin, dans tous mes romans, il n'y a jamais de fin. C'est vrai. Au sens de fin. Enfin, ça finit pas, quoi. Et des fois, on me dit, mais alors, vos livres, il n'y a pas de fin. Mais je leur dis, mais nous, on n'est pas fini. Oui, j'ai oublié une fin. Ça sera fini quand on sera mort, mais tant qu'on est vivant, c'est pas fini. Donc il n'y a pas de fin. Enfin, notre vie n'a pas de fin tant qu'on est là. Et c'est pareil dans les livres. Hein. Le livre, c'est un passage. Et j'aime beaucoup ça a été un modèle pour moi qui est pourtant c'est du cinéma, c'est pas de la littérature, mais c'est un film de Cassavetes qui s'appelle Mort d'un cœur chinois. Et c'est un film, on a l'impression qu'on rentre dedans par intrusion presque. C'est-à-dire qu'il y a la vie qui se passe dans ce cabaret, et on rentre par intrusion dans ce cabaret, mais bon, voilà, presque par hasard, on a poussé la porte, quoi. Et puis ça se termine de la même façon, quoi, ça continue. Bon, ça a l'air de mal se passer, mais bon, ça continue, puis ça va, l'écran annonce la fin, mais ça se termine pas. Et j'aime bien cette idée du passage. Hein, on prend un train en marche, et puis à un moment donné, on saute du train. Voilà, le train continue. Mais le train continue comme la vie de chacun continue. Alors, je voudrais vous poser deux questions sur votre style, parce que ce style, pour moi, le style fait l'écrivain, franchement, et là, j'étais éblouie.
Elle est souvent elliptique, votre écriture, beaucoup de phrases inachevées par des points de suspension, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, en expliquant quand on se promenait sur la plage, vous ne prévenez pas quand on prend la parole. Il y a une ponctuation qui laisse défiler les choses, même quand vous changez de point de vue, il y a des retours en arrière. Une écriture où le discours narratif se mêle aux pensées, au dialogue. Une écriture où l'amplitude de la phrase emporte le lecteur, comme par exemple lorsque vous racontez l'accident de Martin. L'accident de Martin, moi je transpirais, hein, parce que c'est quand même terrible. J'étais avec la grand-mère, le grand-père, le gamin, tout. Cette amplitude, elle est aussi haletante que... plaisir. C'est-à-dire il faut que, en fait, il faut que ce soit physique. Oui. C'est-à-dire il faut que, quand ça court, on est essoufflé. Bien sûr. Quand il y a la tension pour sauver Martin qui a la main dans la machine agricole, il faut qu'on transpire, en fait. Il faut absolument que le livre soit physique. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est le mot-clé, c'est physique. Oui. Et dans Cormac McCarthy, encore une fois, dans la trilogie des confins, il y a des duels au couteau. Je transpire de la tête, quoi. Non, oui. Tellement, c'est moi qui me bats au couteau. Et ça, pour moi, c'est ça que fait le roman quand il est puissant, c'est qu'il est capable de nous faire ressentir physiquement les choses, que ce soit le bonheur, la joie, l'angoisse. Voilà. Et le fait que vous disiez que vous transpiriez quand on essayait de soulever la main de Martin, le bras de Martin, là je suis content. C'est vrai, quoi. Et je me disais, ils se dépêchent d'arriver, parce que là, ils auraient pouvoir durer longtemps, cette histoire. Et c'est aussi haletant que l'émotion des personnages. Votre écriture, elle est très réaliste aussi, comme sujet s'y prête, parce que les gestes du chirurgien, du taxidermiste, ils ont l'authenticité du vécu. Et elle épouse au plus juste l'épaisseur de la vie. Elle cerne le vivant. Moi, j'adore ça. Ces hésitations, ces retours, ces silences. Et c'est la seule façon de dire la vie. La vie, ça ne se déroule pas de façon linéaire, et la mouvance de la vie, il faut qu'elle soit saisie dans ce mouvement de l'écriture. C'est bien ça, c'est bien ce qu'on ressent quand on lit La Tentation. On est emporté. Quand je dis emporté, c'est pas fasciné, enthousiasmé, on est emporté. Comme par un orage, quelque chose de fort, on est emporté par cette phrase qui avance comme ça. Mais au-delà de ça, il y a une vraie tentation, pour moi, la tentation. C'est ce que j'ai écrit dans cette newsletter. La tentation, c'est celle de la forme. Et pour moi, si ce roman est remarquable, c'est parce qu'il est tout à fait unique. Votre écriture en constante gestation qui reprend les mêmes scènes, qu'on ne retrouve pas identiques dans leur seconde mouture. Par exemple, le rêve de l'insecte qui creuse la chair de François, ça n'était pas dans la première mouture. C'est une reprise inutile, pourrait-on vous dire, puisqu'on connaît l'épisode. Oui, mais le problème, c'est qu'on est bien au-delà de l'histoire avec vous. On creuse le vécu, on le reprend, on le fouille, on l'agrandit. On ne voit pas autre chose, mais on le voit autrement. Et ça m'a paru fabuleux. Et finalement, ce qui n'était qu'une histoire, ça s'oriente vers la connaissance de soi, de l'autre. Ça articule tout un champ de possibles qu'on n'a pas forcément exploré. Et je voulais vous demander, est-ce que ce n'est pas la seule manière d'aller à la vérité des êtres et des choses auxquels on va faire dégorger les sens souterrains qui ne seraient pas visibles autrement? Et est-ce qu'il ne faut pas aborder le réel quand on est romancier, comme on aborde les différentes strates d'un monde minéral, par exemple? Oui, c'est une image que je trouve très, très juste. En fait, moi, quand j'écris un livre, si j'avais une image, ça serait je prends la main de la lectrice ou du lecteur et on se met à courir. C'est-à-dire, pour moi, c'est une action. C'est une pure action, donc je prends la main et on se met à courir. Et j'ai rien à dire, en fait. J'ai rien à raconter, il y a juste une course à vivre. Une course à vivre ensemble, c'est-à-dire on va se mettre à courir, quoi. Ou à marcher, ou à escalader la montagne. Et de manière à ce que, quand on a fini le livre, on n'a pas le sentiment qu'on a lu un livre, on a le sentiment qu'on a une vie augmentée, c'est-à-dire qu'on a fait une action, en fait, on a agi, en fait. Et c'est pour ça que cette idée de physique est très importante. Par exemple, dans la fin du paysage, j'avais des lecteurs qui me disaient « mais on est essoufflé ». Ben, je dis « c'est super, si vous êtes essoufflé, c'est-à-dire qu'on court vite ». Et donc c'est ça qui me plaît, parce que, en fait, c'est la musique qui fait ça. C'est-à-dire qu'il faut écrire comme un musicien. C'est-à-dire qu'on sait bien combien la musique peut nous emporter.
La musique, elle nous soulève, elle nous transporte. Au sens fort du terme, c'est un transport, la musique. Et il faut que l'écriture soit une musique. Parce que s'il y a juste le sens des choses dans les mots, bah c'est laborieux, c'est lourd, c'est juste de la signification, quoi. C'est la différence entre un article de journal et puis une page de roman. C'est un article de journal, ben on a une information. Et donc une fois qu'on a fini de lire l'information, c'est fini, on peut le jeter. Et là, il faut que quand on lit cette page, eh ben on court. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. Le clan, ça m'ennuie parce que je vous en poserai bien encore longtemps des questions. Je passerai bien à vos autres livres, mais bon, on ne va pas avoir le temps. Mais ce roman si sombre, qui donne quelquefois la tentation du désespoir, c'est un questionnement qui revient souvent chez votre héros. Ce roman qui veut éradiquer la mort, faire sa place au plaisir des sens, par exemple redonner un regard à une grille morte. Ce roman où François se met tellement souvent à la fenêtre pour regarder tomber la neige, voir l'invisible peut-être. Ce qui est pas englué dans le réel, un cerf majestueux, les couleurs de l'automne, le feu dans la cheminée. Est-ce que c'est pas, malgré les bois brumeux, malgré la neige souillée, malgré la nuit, malgré les coups de feu, est-ce que c'est pas un hommage à la vie, et plus encore peut-être sans doute avec cette forme incroyable, un formidable hommage à la littérature? On essaye, mais c'est vrai que je préfère être du côté de la vie et la manière dont la beauté peut accrocher sans cesse le regard de François, c'est une façon évidemment de dire que quand bien même la vie est là, et il faut la tenir et la vivre comme un émerveillement chaque jour, parce que c'est quelque chose qui nous est donné et c'est court. On est de passage, on est locataire. Et donc il faut vraiment qu'on jouisse de cette vie et la beauté est là. La beauté est là, il faut l'embrasser. Et un formidable hommage à la littérature. Tant mieux si c'est un formidable hommage à la littérature. Mais c'en est un, vous ne trouvez pas? J'essaie. Mais ça, c'est vous qui pouvez le dire. Franchement, parce que moi, c'est juste. Alors, c'est vrai que je dis toujours des choses très gentilles aux écrivains qui viennent, parce que sinon je ne les inviterai pas. Je ne suis pas là pour leur dire vraiment votre roman il est pourri, je le déteste. Hein. Je ne vais pas leur dire ça. Mais si vous voulez, j'avais la conviction, et je l'ai encore davantage, je pense que tout le monde doit l'avoir, et vous avez dit plein de choses dans votre livre et d'autres choses aussi. J'ai la conviction vraiment d'avoir invité un écrivain, et je suis très fière de ça. Et quand je l'ai annoncé aux gens de mon bureau, certains ne vous connaissaient pas forcément, c'est toujours pour moi une grande douleur, mais je savais qu'en vous faisant venir, on recevait un écrivain, parce qu'il y a des auteurs, il y a des écrivains, et votre texte, c'est un texte qui est absolument, je vous le dis, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie, et pourtant, j'ai lu Garcia Marquez. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Merci. Je vous remercie beaucoup, Luc Lange, pour votre prestation. Il y a dans votre livre aussi du Claude Simon. Là, franchement, la route des Flandres, la tête du cheval qui... On a l'impression qu'on voyage, qu'on est parti à plein d'endroits. En fait, on repasse toujours au même endroit et c'est toujours la même tête de cheval. Et je me suis dit, la route des Flandres, là, il y a quand même du Luc Lang en cours. C'était vraiment, ça m'a énormément frappé. Et à certaines références, je vous dis Flaubert, ça m'a frappé. La mort du loup, je me suis dit que c'était, ça devait être sur votre bureau, les œuvres de Vigny. Et là, la route des Flandres, c'est... Oui, je connais bien ce texte parce que quand j'ai passé l'agrégation de lettres, il était à l'agrégation, je rêvais de tomber là-dessus et je suis tombée sur Nerval. Et Nerval, c'est très difficile. Et l'autre à côté de moi, il jubilait dans sa main. Ah, j'ai Claude Simon. J'ai envie de le tuer. Une tentation très forte. Donc,
On va s'arrêter parce que il faut que notre auteur dédicace son livre. Je ne saurais trop vous inviter à lire ce texte qui est absolument magnifique. Magnifique, un texte qui vous emporte comme peu de livres emportent. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on se retrouve le 1er juillet avec Marie-Joséphine Strich qui va nous parler de la comtesse de Ségur. Quand elle en parle, on se croit parti dans les plaines de Russie. Et c'est absolument incroyable et ça terminera notre saison. Donc je voulais vous dire sur le plan pratique, pour que vous sachiez les choses, les adhérents de l'Ancre Malouine qui ont donc la petite carte orange pourront, s'ils le souhaitent, renouveler leur adhésion dès le 1er juillet. L'intérêt pour nous, c'est que ça nous permet de commencer nos listings et ça nous permet d'avoir une assemblée générale un petit peu moins chargée. Voilà. Mais autrement, tout va bien. On espère que les nouveaux adhérents sont convaincus qu'ils ont bien fait de s'inscrire chez nous. De toute façon, ne pas être à l'Ancre Malouine, c'est une grossière erreur. En tout cas, je vous remercie beaucoup et on vous dit au 1er juillet à tous.